Je vais maintenant vous présenter un aperçu de l'outil que j'appelle Suivi des transactions. Le document que je vous présente peut constituer en gros comme l'équivalent d'un cahier de charge qui aurait pu être établi au moment de concevoir l'application Suivi des transactions et en même temps une description de l'intention du concepteur avant de commencer à préparer cet outil-là. Alors donc, l'outil Suivi des transactions, c'est une application Excel qui permet d'effectuer le suivi des revenus et des dépenses par compte, par code budgétaire et par personne qui contribue au budget de la cellule familiale. Une transaction, dans Suivi des transactions, c'est un revenu ou une dépense appliquée à un compte bancaire ou à une carte de crédit. Chaque transaction est codifiée pour faciliter la production de rapports, l'analyse et la recherche d'informations. En gros, une transaction dans Suivi des transactions, c'est une combinaison entre le chéquier, le système comptable et l'inventaire des biens. En quoi Suivi des transactions ressemble-t-il au chéquier? On se souvient que le chéquier, c'est un livret qu'on utilisait pour noter les chèques que l'on faisait avec notre compte chèque il y a quelques années, mais maintenant on n'utilise plus ça. Alors donc, le chéquier, c'est un livret qui permet ou qui permettait d'inscrire les transactions qui seront débitées ultérieurement dans un compte bancaire, de prévoir et de vérifier si on dispose des fonds nécessaires, d'éviter d'avoir un solde négatif et de payer des pénalités. Il permet aussi de vérifier les transactions passées au compte, c'est-à-dire la conciliation bancaire. Voici un exemple des colonnes ou des champs d'information qu'on va retrouver dans Suivi des transactions et qui correspondent à ce qu'on avait dans un chéquier. Alors, on va retrouver la date, le destinataire ou la source, l'objet, le montant du retrait ou du dépôt, une colonne pour inscrire la conciliation et également le solde. Alors, dans ce cas-ci, c'est une transaction qui concernait la ville de Lévis où on avait un paiement des taxes municipales à une date donnée. Maintenant, la portion du suivi des transactions qui ressemble au système comptable. Alors, le système comptable, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'information qui permet de prévoir et de comptabiliser les revenus et les dépenses d'une organisation, de les ventiler par unité administrative ou par projet, de faire le pont entre les décisions et les opérations, entre les frais fixes et les frais variables, entre les entrées et les sorties d'argent réelles au quotidien, de produire des résultats périodiques, d'analyser ces résultats, d'effectuer des recherches d'informations et de contextualiser une dépense ou un revenu, de faciliter la reddition de comptes, la vérification et les ajustements, et de préparer des budgets et des prévisions. Donc, dans le suivi des transactions, on va retrouver des colonnes d'informations pour décrire une transaction qui ressemble au système comptable. Quelles sont ces colonnes-là? On va avoir une colonne pour indiquer le code budgétaire, la catégorie budgétaire, le poste budgétaire, ainsi que le type de dépense fixe ou variable. Dans ce cas-ci, l'exemple qu'on a, on a utilisé un numéro de code pour la catégorie habitation, pour le poste budgétaire qui s'appelle taxe municipale, et c'est un type de dépense qui est fixe. Une troisième partie de suivi des transactions concerne l'adaptation d'un système comptable à une unité ou à une cellule familiale. Le système comptable peut être adapté pour tenir compte du partage des revenus et des dépenses entre les membres d'une cellule familiale. Comment on fait ça? On fait ça en ajoutant des informations qui permettent de distinguer les frais communs des frais individuels, de les associer aux personnes qui les assument et à celles qui en bénéficient, de suivre et de vérifier les frais associés aux dépenses communes ou aux éléments qui nécessitent une analyse ou un suivi particulier.
Quelles sont les colonnes dans le suivi des transactions qui vont correspondre à l'adaptation à une cellule familiale? Eh bien, il y en a 3. Alors, les colonnes sont la colonne bénéficiaire ou budget, dans quel budget on va attribuer une dépense ou un revenu. Alors, on peut avoir, par exemple, des dépenses communes, des dépenses pour l'un ou l'autre des membres, un conjoint ou l'autre conjoint. Ensuite, une colonne pour indiquer cette dépense, elle a été payée par qui? Alors, est-ce qu'elle a été payée par le compte conjoint ou à même le compte conjoint ou par l'un des deux conjoints? Ensuite, une autre colonne pour indiquer les éléments à suivre, c'est-à-dire les éléments qu'on aimerait analyser pour en voir l'évolution et faire l'analyse d'un type de dépense particulier. Par exemple, ça pourrait être, on veut suivre les frais fixes, donc les engagements. On pourrait vouloir suivre les dépenses qui sont reliées à un chalet ou un bateau ou un motorisé, par exemple. On pourrait vouloir suivre les dépenses qui sont liées à un projet de rénovation, à la voiture de l'un ou l'autre des conjoints ou à l'inventaire des biens de l'un ou l'autre des conjoints. Donc, on utiliserait un code dans chacune de ces colonnes-là pour pouvoir retracer ou attribuer les bonnes informations relatives à chaque transaction. Ensuite, il y a d'autres colonnes dans suivi des transactions qui permettent de faire l'équivalent de l'inventaire des biens. Alors, l'inventaire des biens, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'information qui permet de colliger l'information concernant les biens possédés par une cellule familiale, de conserver et de retracer facilement les informations utiles lors de la préparation ou de l'application de la garantie ou lors d'un sinistre ou d'une séparation ou lors du décès. Il permet de remplir rapidement les formulaires, par exemple les formulaires de réclamation de l'assureur et les formulaires d'inventaire des biens après décès. Quelles sont les colonnes qu'on va rajouter à notre outil suivi des transactions pour pouvoir suivre l'inventaire des biens? On va avoir 4 colonnes. On va avoir une colonne pour indiquer la description du bien, sa localisation dans la maison ou le condo, des références à l'objet lui-même, au bien, et des informations relatives à la garantie. Comme par exemple, ici, on pourrait indiquer la marque, les dimensions ou les options reliées à l'objet qu'on veut décrire, sa localisation dans la maison. Et ça, c'est utile au moment où on a un sinistre, parce que lorsqu'on a un sinistre, souvent, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a dans une pièce. Alors, si on a un inventaire qui nous permet de retracer ce qu'on a placé dans une pièce en particulier, c'est plus facile de ne pas oublier d'items à réclamer dans notre réclamation à l'assureur. Ensuite, les références au numéro de modèle du bien en question et la garantie, la durée de la garantie. Compte tenu qu'on a la date, pour la transaction, on a la date d'achat, en indiquant simplement 1 an, ça nous permet de faire la relation rapidement si la garantie est encore valide ou non. Les avantages du système ou de l'outil qui s'appelle suivi des transactions. Ça nous permet de prévoir, de suivre, de concilier, de retracer, de filtrer, de trier, de localiser les transactions. De quelle façon on peut faire tout ça? Bien, on peut les faire par compte, par date, par mois, par année, par code, par catégorie budgétaire, par type de dépense fixe ou variable, par fournisseur, par bénéficiaire ou par personne qui contribue au budget ou par pièce. Ça permet aussi d'ajouter des commentaires et des notes à chaque transaction au besoin. Ça permet d'identifier, de totaliser les engagements mensuels et annuels. Ça permet de s'assurer qu'on a les fonds nécessaires dans le compte. Ça permet de s'assurer aussi de la conformité des transactions et des soldes au moment où on fait la conciliation avec nos vrais comptes bancaires. Ça permet de sélectionner, de regrouper les transactions, de produire des statistiques, par exemple les totaux et les sous-totaux et des pourcentages pour chaque regroupement. Ça permet de faciliter l'analyse budgétaire au moyen de graphiques et l'élaboration de prévisions. Ça permet aussi de conserver les données et retracer certaines dépenses. Ça permet de faciliter la préparation des réclamations à l'assureur et l'inventaire des biens après décès.
Quels sont les prérequis pour utiliser l'outil suivi des transactions? Bien, il faut maîtriser Excel. Dans Excel, qu'est-ce qu'on doit maîtriser? On doit maîtriser la navigation, l'inscription des données, selon le type et le format des données qu'on souhaite. Ensuite, la rédaction, la modification de formules et aussi l'interprétation des formules, être capable de les lire et de les interpréter. La structuration des données sous forme de listes structurées, l'application de filtres, le tri des données, le regroupement par catégorie et l'application de sous-totaux. Maintenant, lorsqu'on utilise suivi des transactions, comment on procède? Eh bien, la première fois qu'on va utiliser suivi des transactions, et on va faire cette opération-là une seule fois, on va devoir définir ou personnaliser une charte de compte. Alors, dans l'outil que je vais déposer sur l'espace OneDrive, il y a déjà une charte de compte. Vous aurez donc, ceux qui désirent l'utiliser, à revoir cette charte-là et à ajouter au besoin les comptes qui seraient absents ou les items pour vous aider à personnaliser les dépenses selon votre situation et vos besoins. Deuxièmement, la définition d'une charte de compte ou la personnalisation, ça peut prendre quelques minutes, mettons pour revoir le tout une quinzaine de minutes. Ensuite, vous aurez à identifier les éléments que vous voulez suivre dans votre budget. Donc, les éléments, là, soit les dépenses fixes ou soit les éléments relatifs à une voiture ou à un chalet ou des choses comme ça, un projet de rénovation. Ensuite, établir la liste des engagements, c'est-à-dire les revenus et les dépenses fixes. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus à refaire ces opérations-là, c'est fait une seule fois. Au quotidien maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, au fur et à mesure que vous faites des dépenses, vous avez à inscrire les transactions au fur et à mesure et ça prend au maximum 30 secondes par transaction. Pourquoi ça prend si peu de temps? C'est que la plupart des transactions qu'on fait sont des transactions qui sont des répétitions de transactions déjà faites. Alors souvent, ce que je fais, par exemple, pour une dépense reliée à l'épicerie, bien, je vais simplement vérifier dans les lignes précédentes une transaction qui porte sur l'épicerie. Je vais copier la ligne en question et je vais la recoller un peu plus bas et je vais modifier la date et le montant et c'est tout. Donc, c'est très facile pour la plupart des transactions simplement de rechercher une transaction existante portant sur la même catégorie, de même nature, recopier la ligne, la recoller, changer la date, changer le montant et c'est tout. Et pour les autres transactions, bien là, on fait une recherche à l'intérieur de l'onglet Charte. Dans la charte de compte, on recherche à quel compte cette transaction-là, on veut l'associer. On fait une copie des informations relatives à cette codification-là. On fait la copie et on la transporte dans l'onglet des transactions et on ajoute ensuite l'information sur la transaction elle-même, c'est-à-dire la date, le fournisseur, la raison de la dépense et le montant. Ça prend peut-être 30 secondes là, pour faire ce genre de transaction-là. Si on est rapide, sinon peut-être que si on va faire une recherche un peu plus longue, ça peut peut-être prendre une minute, là, mais pas plus que ça. Ensuite, donc, au fur et à mesure, on a à inscrire nos transactions au fur et à mesure qu'on les fait. Ensuite, on a à faire la conciliation des transactions et à vérifier le solde. Et ça, pour ça, moi, dans mon compte opération, je fais cette opération-là une fois par semaine et ça prend 5 minutes à faire la vérification du solde de mon compte et que si les transactions ont bel et bien été enregistrées correctement. Également, dans mon compte de carte de crédit Visa, bien là, je fais une vérification une fois par mois. Lorsque je reçois mon compte Visa, je vérifie si toutes les transactions que j'ai faites sont bien listées correctement dans le relevé de compte que j'ai reçu de Visa et je fais ma conciliation bancaire à ce moment-là. Si tout est correct, je prépare mon paiement et le tour est joué. Donc, ça peut me prendre peut-être 10 minutes par mois pour faire le paiement de mon compte Visa et la vérification de mes transactions avec mon compte Visa.
Ensuite, on doit vérifier et reporter le sous-total mensuel des revenus et des dépenses. Alors, ça, c'est deux informations que je recopie dans un autre fichier où j'inscris pour chaque mois le total des revenus et des dépenses de façon à pouvoir faire un suivi mensuel de ces éléments-là, de voir la progression au fil de l'année. Enfin, à la fin de l'année, ce qui prend environ 1 heure, il y a des opérations à faire, ce que j'appelle la finalisation de l'année. Alors, finaliser l'année, il y a 12 ou 14 étapes à faire. Elles sont toutes décrites à l'intérieur de l'outil suivi des transactions. Il suffit simplement de les faire l'une après l'autre. Ce sont toutes des opérations là, qui sont faites avec Excel, les copier, coller, sélectionner, ce genre de choses-là, regrouper, trier. Bon, c'est des choses qui sont assez faciles à faire lorsqu'on sait comment les faire. Ensuite, une fois que ces éléments-là sont faits, on ajoute des statistiques. Souvent, ce sont des pourcentages qu'on va ajouter et ça va nous permettre d'analyser l'ensemble de notre année financière avec ces éléments-là. Ensuite, pour la charte de compte, à quoi ça va ressembler? Bien, une charte de compte, moi, je la divise en grandes sections. La classification là, va comprendre des numéros et des catégories. Alors, je classifie mes dépenses de 1000 à 4000 pour les dépenses. À partir de 5000 jusqu'à 7000, j'ai les revenus. À 7000, j'ai les virements d'un compte à l'autre. À 8000, l'achat d'actifs. 9000, les ventes d'actifs. Ensuite, le classement que j'ai fait, alors les catégories sont classées par ordre de priorité et les postes budgétaires à l'intérieur de chacune des catégories sont classés par ordre de fréquence des transactions. Un exemple de charte de compte pour les dépenses. Alors, pour la catégorie 1000 à 4000, on a l'habitation, le mobilier, la nourriture, le liquide. Ici, par liquide, là, je n'entends pas l'alcool, mais j'entends plutôt les liquidités ou l'argent de poche, si vous voulez. Ensuite, les frais de transport, l'habillement, les soins de santé, les services professionnels, télécom et informatique, loisirs, vacances, voyages, formation, bénévolat et autres dépenses. Donc, un numéro de code pour chacune des catégories qui sont séparés là, par au moins une centaine de numéros. Ensuite, la charte de compte aussi pour les revenus, à quoi elle ressemble? Bien, on a des numéros de code encore là de 5000 à 5900. On a catégorisé ça sous la forme de revenus d'emploi, revenus de placement, revenus autonomes, revenus de rente et autres revenus. Enfin, un exemple de catégorisation là, par poste budgétaire. Exemple pour la catégorie habitation de 1000 à 1099. On a, toujours pour la même catégorie, on a plusieurs postes budgétaires. Par exemple, loyer ou hypothèque, équipement domestique, assurance habitation, électricité, taxes municipales, taxes scolaires, entretien et autres habitations. Alors, il suffit pour vous là, de faire l'ajustement de ces éléments-là. Par exemple, si vous avez des dépenses reliées à un système d'alarme, vous pourriez ajouter un poste budgétaire à 1070, insérer une ligne et ajouter l'information habitation et système d'alarme, tout simplement, pour faire la chose. Et notez que pour chacune des catégories budgétaires, j'ai toujours un item qui finit par 99 qui est autre. Alors, de sorte que s'il y a des dépenses qui sont rares et pour lesquelles ça ne vaut pas la peine d'ouvrir un nouveau numéro, mais qui ne sont pas nécessairement très importantes non plus, alors vous pouvez utiliser tout le temps un numéro là, qui finit par 99 ou indiquer un numéro autre pour une petite dépense rare. Ensuite, les éléments à suivre. Alors, c'est à vous à désigner quels sont les éléments que vous voulez suivre dans votre outil suivi des transactions si vous décidez de l'utiliser. Alors, vous utilisez un code pour chacun des éléments que vous voulez suivre de façon à faciliter l'entrée de données au fur et à mesure. Alors, voilà, c'était la vision et aussi le cahier de charge, si vous voulez, relié à l'outil suivi des transactions.